Merci Pauline Ranter pour avoir ouvert cet après-midi et suscité toutes ces questions. On va partir au Canada maintenant. Avec les résultats de l'évaluation économique du programme canadien, ce que va nous présenter Éric Latimer, qui est professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill de Montréal, chercheur au centre de recherche de l'Institut Douglas. Donc on va vous écouter Éric Latimer et on aura après un court moment pour quelques questions et puis on aura ensuite un exposé sur le Danemark et nous écouterons la FEANSA. Donc vous voyez que maintenant on va vraiment élargir complètement le champ, mais comme souvent en l'élargissant, on continuera à travailler sur les questions qui nous concernent directement. Donc là ce que je fais, ça s'appelle meubler, parce qu'on est en train d'essayer de caler, si j'ai bien compris, le PowerPoint d'Éric Latimer. Bon, voilà. C'est fait. Éric Latimer. Je croyais que la présentation était là. Je vais la mettre ici. Pendant que je fais ça, je vais simplement dire merci beaucoup pour l'invitation à vous partager ces résultats ici. Voyons. Ah, voilà. Et je suis d'autant plus heureux d'être ici que je dois dire je suis vraiment épaté par ce qui s'est accompli, ce qui est en train de s'accomplir, on l'espère, en termes à la fois de développement de politiques vraiment progressistes dans n'importe quel pays et certainement dans le contexte français, et aussi en termes de recherche. J'entends que dans le domaine social, on fait de plus en plus, on demande que les recherches soient faites de façon rigoureuse avec un devis aléatoire. Merci beaucoup. Et qu'on fasse ça maintenant dans le domaine de la santé mentale, je trouve ça magnifique. Donc, je suis vraiment très heureux d'être ici. Avant de commencer, je vais commencer par les remerciements parce que le projet dont je vais vous parler est un projet vraiment gigantesque qui a mobilisé un très grand nombre de personnes, vraiment plus d'une centaine de personnes à travers le Canada pendant quelques années. Donc, le financement du projet vient de l'équivalent d'un ministère de la Santé fédéral qu'on appelle Santé Canada, par le biais d'un organisme qui a été établi par le gouvernement fédéral pendant les années 2000, qui s'appelle la Commission de la santé mentale du Canada. Des officiers de la Commission de la santé mentale du Canada, dont les noms sont mentionnés ici, ont tour à tour assumé la gestion globale du projet. Pendant ce temps, Paula Goering, qui est la chercheure très éminente, je dirais, dans le domaine de la recherche sur les services de santé mentale au Canada, à l'Université de Toronto, a présidé l'équipe de recherche nationale tout au long. Et contrairement à l'organisation ici en France, où il y a une équipe de recherche qui chapeaute tous les sites, dans le cas du projet canadien, il y a des équipes de recherche locales ainsi qu'une équipe de recherche nationale. Donc, ça veut dire qu'on a environ 40 chercheurs, c'est-à-dire des gens avec des doctorats, des postes universitaires qui travaillent là-dessus de façon plus ou moins intensive, il faut dire. De même que des dizaines d'intervieweurs ou d'enquêteurs, comme vous dites, plusieurs étudiants, analystes, etc. Et bien sûr, il faut aussi reconnaître le travail des équipes d'intervention et des participants sans lesquels on n'aurait aucune donnée à vous montrer. Donc, et je vais mentionner spécifiquement pour l'analyse économique les personnes qui sont listées ici. Donc, les objectifs de ce dont je vais vous parler brièvement aujourd'hui, c'est d'évaluer l'impact économique de logement d'abord. Il y a la question de la stabilité résidentielle, parce qu'en économie, on ne se préoccupe pas seulement de coûts, mais aussi d'efficacité. Donc, j'ai pensé que ce serait important de vous donner la mesure d'efficacité qu'au Canada, on a jugée comme la plus importante, qui est la stabilité résidentielle, et aussi sur les coûts d'utilisation de services, en regard, bien sûr, du coût de l'intervention. Donc, quelques éléments de base sur notre projet.
Oui, donc il s'est déroulé, vous voyez, dans 5 villes qui vont d'un bout à l'autre du Canada. Parmi celles-ci, les 4 ici, Winnipeg, Vancouver, Toronto, Montréal, sont des grandes ou assez grandes villes. Moncton, c'est plus pour des raisons politiques qu'on a choisi. C'est une petite ville de moins de 100 000 habitants dans les provinces atlantiques. Donc, notre étude a commencé avant l'étude française. En octobre 2009, commençaient les premières inclusions, comme vous dites. Les inclusions se sont terminées en mai 2011 et le suivi s'est poursuivi jusqu'à mars 2013. Et pendant tout ce temps-là, de octobre 2009 à mars 2013, les équipes logement, les équipes cliniques fonctionnaient. Ensuite, en mars 2013, ça dépend des provinces, ce qui s'est passé. Certaines, comme l'Ontario, ont maintenu les programmes. D'autres, comme le Québec, pour des raisons politiques, ont choisi de ne pas le faire. Alors, c'est une étude à répartition aléatoire, donc, et en tout, j'ai choisi finalement de vous présenter les résultats pour le Canada, pas seulement ceux pour Montréal, mais globalement, ça se ressemble beaucoup si on regarde simplement Montréal. Mais donc, à l'échelle du pays, donc, on avait un total de 2148 personnes réparties de la façon suivante, à peu près moitié-moitié, mais pas tout à fait, entre besoins élevés et besoins modérés. Les besoins élevés, sans entrer dans tous les détails qui sont listés ici, les besoins élevés correspondent à peu près au profil de personnes que vous avez inclus dans Un chez soi d'abord. Les besoins modérés peuvent être des personnes dont les besoins sont moindres, mais qui ont quand même au moins une dépression majeure, un trouble de stress post-traumatique et qui ont quand même un passé d'itinérance. Et vous voyez aussi qu'en termes de logement d'abord versus service habituel, il y en a un peu plus dans le logement d'abord. Ça ne remet pas en question la répartition aléatoire, c'est seulement le devis où dans certains cas, on avait 2 groupes expérimentaux un peu différents comparés à un groupe témoin. Donc, la façon qu'on a fait le recrutement, c'est quand même important de le comprendre, ça a des implications pour ce qui va suivre. Donc, on avait une évaluation préalable qui pouvait être suivie d'un questionnaire si ce n'était pas clair si la personne serait admissible. Si, je regrette, les mots sont en anglais, mais si la personne est admissible, elle suit à ce moment-là le questionnaire d'entrée qui est fait sur ordinateur lié à un serveur. Et c'est suite à l'entrée de ces données que le niveau de besoin de la personne est déterminé sur la base d'un algorithme prédéterminé. C'est donc un ordinateur central qui détermine si la personne a des besoins élevés ou modérés. Et ensuite, se fait la répartition aléatoire par l'ordinateur. Et donc, à Montréal, on avait un groupe suivi intensif qu'on appelle PACT, Housing First, et un groupe TAU, c'est Treatment as Usual, traitement habituel. Et ensuite, 2 équipes différentes qui faisaient le service pour les besoins modérés et une équipe, pardon, pas une équipe, mais le service habituel comme autre option. Donc, un peu sur l'analyse économique. Donc, la mesure d'effet que nous avons choisie, c'est les jours en résidence stable. On aurait pu parler, d'ailleurs, le professeur Auquier a mentionné hier la notion de faire une analyse coût-utilité, ce qui suggère d'utiliser ce qu'on appelle des QALY, des Quality Adjusted Life Years. Je crois personnellement que ce n'est pas une bonne idée dans le contexte présent, parce qu'on n'a pas ici purement une intervention de santé, mais on a une intervention qui est à la fois de santé et une intervention sociale. Donc, ces effets ne peuvent être capturés simplement avec une mesure de l'effet sur la santé. Et aussi, une analyse économique se doit perspective. Ça peut être la perspective, par exemple, d'un ministère de la Santé ou la perspective du gouvernement. Nous avons choisi d'adopter une perspective sociétale. Ce qu'on a fait qui est un peu inhabituel, mais pas sans précédent dans la littérature, c'est d'inclure les montants des prestations, invalidité et tout, comme des coûts. Donc, on a utilisé des questionnaires pour obtenir ces données. Donc, j'ai eu certaines discussions avec professeur Auquier et d'autres, Aurélie Tinland et l'autre, sur l'état de l'évaluation ici.
Et on espère ici pouvoir utiliser des données administratives qui seront plus fiables que les données auto-rapportées. Dans le cas de Montréal, on a pu obtenir de telles données. Au Canada, le problème, c'est qu'on ne peut pas partager ces données au niveau individuel entre les provinces. Donc, c'est assez limitant. Mais néanmoins, il y a énormément de... ces données auto-rapportées ne correspondent pas exactement aux données administratives. Ça, on le sait de plusieurs études. Il tend à y avoir un biais de sous-estimation, mais on n'a pas vraiment de raison de croire que ce biais serait différent entre les groupes. Et on voit, de toute façon, c'est comme le standard dans la recherche de ce type-là, particulièrement en Angleterre. Ils n'ont pas accès, dans les services de santé mentale, ils n'ont pas accès à des données administratives, donc c'est tout fait par questionnaire. Donc, on avait des questionnaires rétrospectifs administrés à tous les 3 mois pour certains, 6 mois pour d'autres. Pour le calcul des coûts, donc essentiellement, c'est pas très compliqué, ça ressemble à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On compte le nombre de fois que la personne a été, par exemple, à l'urgence, et on multiplie par le coût du service. Donc, il y a des façons plus compliquées d'évaluer le coût d'une hospitalisation, mais on a fait quelque chose de relativement simple. Si Jacques, disons, a été hospitalisé 7 jours, on a estimé que le coût par jour à l'hôpital pour une hospitalisation médicale, on a quand même fait cette distinction-là, c'est moins pour les psychiatriques, comme on va le voir, 906 $. Donc, le coût total du séjour, c'est le produit des deux nombres. Il y a eu un travail considérable à ne pas sous-estimer de calcul de coûts unitaires. Combien ça coûte une nuit dans un refuge? Combien ça coûte si on va à une banque alimentaire? Je suppose que vous avez ça ici aussi. Chercher un panier. Ici, on ne compte pas juste le coût du panier, mais on distribue le coût de l'organisation qui recueille la nourriture et la distribue. Nous avons fait un très grand effort qu'on a pu faire parce que le projet était très bien financé, de faire le calcul de coût unitaire de façon aussi précise que possible, de façon cohérente pour qu'il y ait une cohérence interne entre les façons de calculer les coûts de différents types de services, ce qui nous a amené à essayer d'évaluer les coûts indirects, en haut en vert, de façon standard entre tous les services. Les coûts indirects font référence à des coûts qu'on ne peut pas attribuer spécifiquement à un type de service. Par exemple, une nuit dans un refuge, si le refuge a aussi des lits de transition, des repas, un service de jour, etc. Comment répartir le coût de l'administration spécifiquement à la nuit dans le refuge? Ça fait partie du travail qu'il faut faire. Donc, on a calculé toutes sortes de coûts unitaires liés à la santé, aux services sociaux, à la sécurité publique, au système judiciaire, par exemple le coût des comparutions en cours, les détentions pour les services correctionnels et les paiements de transfert. On a aussi évalué aide sociale, ce qu'on appelle solidarité sociale pour les personnes qui ont des handicaps et des pensions d'invalidité pour les personnes qui avaient travaillé dans le secteur privé. On n'en avait pas beaucoup. À l'échelle du pays, on a dû estimer plus de 400 coûts unitaires différents. Et nous allons bientôt mettre sur le web l'ensemble de ces coûts et la méthodologie qui les sous-tend. Alors, résultat. Caractéristiques de notre échantillon, bon, bien, en moyenne, une grande distribution d'âge, c'est tout l'âge adulte jusqu'au-delà. Je comprends. Le micro est... D'accord. Merci. Donc, l'âge, début de la quarantaine en moyenne, mais très varié. À peu près 2/3 masculins. Vivant seuls, 95%, mais près de 40% avaient des enfants avec qui ils ne vivaient pas en général. 44% avaient terminé, l'équivalent de pour vous, je crois, serait la seconde. Revenu moyen, moins de 685 $ par mois. Période d'itinérance, on dirait un peu moins longue en général que chez vous. Donc, la durée moyenne de l'itinérance durant toute la vie est en moyenne de 52 mois. Les taux de suivi en moyenne étaient bons.
Si je fais la moyenne nationale, c'est 92% à l'entrevue de 21-24 mois. Pour certains, on a fait l'entrevue finale à 21 mois pour des raisons budgétaires. C'était aléatoire. Et pour les services habituels, par contre, c'était moins, c'était 79%. Donc, moyenne de 86, ce qui ressemble en fait assez proche aux résultats ici jusqu'à maintenant. Alors, voici quelques exemples de coûts unitaires. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, pour convertir en euros, je pense approximativement, si vous multipliez par les 2/3, ça vous donne une idée de ce que ça donne en euros. Le coût de l'intervention, il fallait bien sûr estimer le coût de l'intervention et en tenir compte. Donc, là, ce que je vous montre ici, la répartition, c'est des chiffres de Montréal. Donc, 6 583 $ par personne pour l'équipe logement, plus les suppléments de loyer qu'on devait accorder. On n'a pas le même système que vous, où, semble-t-il, les gens ont souvent accès à des suppléments de loyer de toute façon. Nous, ce n'est pas le cas. Et soit des équipes style ACT, Assertive Community Treatment, au Québec, on appelle ça suivi intensif, presque 16 000 $ par personne par année, ou ce qu'on appelle, cette expression je la trouve un peu malheureuse, mais enfin c'est ça notre jargon, soutien d'intensité variable, qui est une espèce de case management moins intensif. Pour les gens qui ont des besoins modérés, c'était quand même à peu près 7 500 par personne. Pour un total donc de entre 22 000, un peu plus de 22 000 $ pour les gens à besoins élevés et 14 000 pour les gens à besoins modérés. C'est très semblable entre Montréal et le national. Donc, voici à quoi ça ressemble les résultats en termes de stabilité résidentielle et d'autres évolutions en logement. On voit donc sur l'axe horizontal l'écoulement de temps et sur l'axe vertical le pourcentage de nuits qui était passé dans un type de logement. Les lignes continues représentent le groupe HF et les lignes en pointillé, le groupe témoin. Donc, on voit que le groupe témoin s'améliore en termes de stabilité résidentielle. Ça, c'est les lignes vertes. Mais l'augmentation est beaucoup plus grande, beaucoup plus rapide et se maintenait à un niveau beaucoup plus élevé pour le groupe pour le groupe HF, pardon. Et ce, à la fois pour les besoins élevés et les besoins modérés. Je ne vais pas prendre le temps, là, parce qu'on est un peu en retard sur l'horaire, pour regarder toutes les autres lignes. Je vais simplement ici attirer votre attention sur les lignes rouges qui représentent l'hospitalisation. Et on voit que, comme on s'y attendrait, le groupe à besoins élevés avait plus d'hospitalisation à l'entrée dans l'étude et le groupe en ligne rouge continue, on voit qu'il y a eu quand même moins de jours d'hospitalisation dans le groupe HF, même s'ils avaient commencé plus haut. Pour les besoins modérés, il y a beaucoup moins de jours d'hospitalisation, donc on peut s'attendre à avoir moins d'économies sur ce chapitre-là. Maintenant, il y a la question de comment interpréter l'amélioration des groupes témoins. Ça a été un peu évoqué dans la discussion de professeur Auquier hier. En fait, évidemment, il y a le phénomène il y a des services auxquels les gens ont accès. C'est une partie de ce qui se passe, mais ce qui se passe aussi, et je me demande s'il n'y a pas le même phénomène chez vous, c'est quand est-ce qu'on a recruté les gens. L'itinérance est souvent un phénomène cyclique, et on a recruté les gens quand ils étaient itinérants. Donc, il y a des gens qui, naturellement, allaient mieux, allaient se retrouver en logement. Donc, on pense bien que c'est un facteur important. Et on pense au contraire qu'il y a peu de chances que la présence des intervieweurs auprès du groupe témoin, même s'ils avaient de bons contacts, on pense que c'était trop peu pour avoir beaucoup d'influence sur l'évolution de ce groupe-là. Là, je vous montre une diapo qui représente le coût moyen pour le groupe témoin. Combien ça coûte être itinérant, ville par ville? Donc, on voit en fait que le coût se situe en général un peu au-dessus de 50 000. En faisant une analyse statistique que je ne décrirai pas ici, on aboutit à un peu plus de 51 000 $ comme moyenne globale ajustée en utilisant les données de tous les sites. Et ce qui est frappant aussi, important de comprendre dans la dynamique de
de qu'est-ce qui arrive aux coûts, c'est que les coûts des personnes itinérantes sont extrêmement variables l'une à l'autre. Ça dépend évidemment comment on va les recruter. On pourrait cibler uniquement les personnes qui coûtent très cher. Ce serait une façon assurée de rentabiliser un service de type Housing First. Mais ce ne serait pas nécessairement une façon très humaine de procéder parce qu'il y a beaucoup de personnes itinérantes qui vivent complètement, vous le savez, complètement en marge du réseau de services, qui sont en très mauvaise situation, qui ont besoin d'aide. Alors, on a fait le choix au départ dans le projet qu'on n'allait pas du tout cibler les gens qui coûtaient cher et on en a recruté pas mal qui vivaient dans des parcs, qui évitaient les refuges comme la peste et qui coûtaient presque rien au réseau. Donc, voici les résultats. J'arrive étonnamment proche de la conclusion. Voici avant l'entrée dans l'étude. On avait des données auto-rapportées sur l'utilisation des services avant l'entrée, ce qui nous permet de comparer les groupes sur leurs coûts avant. Et on voit que, là c'est ici les besoins modérés, on voit qu'en moyenne, bon, les coûts étaient, comme on l'a vu, un peu plus de 50 000 $. Et on voit qu'ils étaient un peu plus élevés pour le groupe témoin. Et on veut tenir compte de ça dans le bilan économique, du fait qu'au départ, ici, le groupe témoin coûtait un peu plus cher. Donc, on ne veut pas attribuer à l'intervention un effet qui provient d'une différence au départ entre les groupes. Même si c'était randomisé, à cause de ce phénomène qu'il y a un relativement petit nombre de personnes qui coûtent extrêmement cher, c'est ce faible nombre de personnes qui peuvent, au hasard, s'adonner à tomber dans un groupe ou l'autre, vont avoir un effet important sur la moyenne. Si ensuite on regarde dans la période de l'admission à la fin, qui est à 21 ou 24 mois, on voit une diminution des coûts importante pour le groupe à besoins modérés, mais encore plus importante pour le groupe Housing First. Donc on voit ici en fait la diminution par rapport au baseline dans les deux groupes, tenant compte ici aussi du coût de l'intervention qui est de 14 000 $. Donc, au net, 10 $ investis dans HF épargnent 3,42 $. Alors, d'où viennent ces économies? Principalement pour les besoins modérés de moins d'utilisation de refuges d'urgence, moins de chambres avec soutien, mais on voit en même temps une augmentation de visites au bureau. Donc, il y en a plus dans le groupe HF. Ça, c'est des visites au bureau de différents professionnels non hospitaliers. Ensuite, pour les besoins élevés, l'économie est plus grande et par rapport aux 10 $ investis, dans une intervention qui coûtait plus cher, l'économie est presque égale, en moyenne entre tous les sites, au coût de l'intervention. Maintenant, j'ajouterais une chose, c'est que, en fait, je vous montre ici le résumé des résultats dans tous les sites. En fait, c'était assez variable entre les sites. À une extrême, à Vancouver, le groupe à besoins modérés n'a réalisé aucune économie. En fait, le coût de l'équipe des participants à besoins modérés dans le groupe HF était au-delà du coût de l'intervention. Donc, ils consommaient encore plus de services. À l'autre extrême, à Toronto, dans le groupe à besoins élevés, les économies ont surpassé le coût de l'intervention. Et un de nos travaux actuels, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui explique ces différences entre groupes et entre groupes besoins élevés et besoins modérés et entre sites. Pour les besoins élevés, c'était beaucoup des économies au niveau des visites au bureau non HF qui expliquaient l'écart de coût, mais aussi les hospitalisations médicales, refuges d'urgence, visites à domicile et moins de prison aussi. Donc, j'arrive à la conclusion. Force de l'étude, grand échantillon. On avait un plan d'étude rigoureux. Et je crois qu'on voit ici l'importance d'un devis expérimental. Parce qu'on peut voir que le groupe témoin s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, j'ai été très frappé hier en regardant les résultats présentés par le professeur Rouquier. Déjà à 12 mois, l'étendue et le nombre de variables sur lesquelles on voit des différences significatives. Au Canada, règle générale, on n'a pas vu des différences aussi importantes. On a vu une amélioration sur presque toutes les variables
à peu près comparable entre le groupe témoin et le groupe expérimental, les deux exceptions étant qualité de vie et niveau de fonctionnement. Donc, il y a cette amélioration qu'on pourrait dire quasiment spontanée du groupe témoin qui, si on n'avait pas cette information-là, on aurait été tenté d'attribuer au groupe HF un effet beaucoup plus grand qu'il ne l'est vraiment. Donc, dans tout le débat éthique alentour de, bon, est-ce qu'on devrait faire des études aléatoires, au-delà du fait qu'on ne peut pas donner ce service à tout le monde de toute façon au début, il y a aussi le fait que c'est important d'avoir une information juste sur les effets de l'intervention pour avoir des politiques plus éclairées. Par contre, l'étude a bien sûr des limites. Le fait qu'on ait des données auto-rapportées, même si c'est le standard courant dans les évaluations économiques publiées dans des revues scientifiques, nous reconnaissons que c'est quand même une limite. Et aussi, on n'a pas inclus les coûts des médicaments. Ça affecterait probablement les coûts de quelques centaines de dollars dans un sens ou dans l'autre. Alors, conclusion. Donc, on a vu un contrebalancement des coûts particulièrement grand pour les besoins élevés, moindre pour les besoins modérés, mais dans les deux cas, il y a un certain contrebalancement des coûts, mais pas suffisant pour payer pour l'intervention. Ça tient sans doute, au moins en partie, au fait qu'on a délibérément inclus dans l'étude des gens qui, au départ, ne coûtaient pas grand-chose au réseau. Maintenant, on leur donne des services, ils vont mieux, mais on a dépensé plus d'argent. Est-ce que c'est un mal d'avoir fait ça? Notre système de santé coûte très cher. Il coûte très cher parce qu'on donne des soins aux gens. On ne cherche pas toujours à justifier l'accès à un nouveau médicament, à une nouvelle thérapie en disant si on fait ça, le réseau de la santé va coûter moins cher. À long terme, nous pensons que les effets seraient probablement encore plus positifs. Et en termes d'implication, je crois que ce qu'on voit ici, c'est que c'est une approche qui tend à être plus efficiente dans le sens qu'on utilise les ressources à meilleur escient en ayant une intervention coordonnée, intégrée auprès d'une clientèle qui a des problématiques complexes, qu'en maintenant un ensemble de dispositifs mal connectés entre eux qui répondent souvent à des crises et qui ne font que répondre à la crise, en fin de compte, dans bien des cas. Je ne dirais pas dans tous les cas, mais dans bien des cas. Donc c'est simplement plus intelligent de procéder de cette façon. Alors voilà. Alors je vous remercie de votre attention. Merci.